Bonjour, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Univers QSE. La vidéo d'aujourd'hui est la continuité de la vidéo précédente qui était relative à l'analyse du contexte. Donc aujourd'hui, on va exposer le chapitre 4.4 qui est relatif au système de management qualité et les processus et plus précisément la cartographie des processus. Comment on cartographie les processus et comment on les décrit. Donc restez connectés avec moi pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va développer l'approche processus, qui est une exigence du chapitre 4.4 qui consiste en la définition, l'établissement et la mise en œuvre et l'amélioration des processus. Il s'agit de déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l'organisme. Tout d'abord, on définit qu'est-ce qu'un processus. Un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie, avec bien sûr utilisation des ressources et en créant de la valeur ajoutée. Donc, comment établir les processus nécessaires au sein d'organismes, donc par l'identification des processus sous format de cartographie, la modélisation des processus, l'analyse des fonctionnements et la détermination des interactions, et par la définition d'objectifs et d'indicateurs liés à chaque processus. Pour établir la cartographie, il faut savoir qu'il y a trois types de processus. Les processus de management ou de pilotage, et ils servent à définir la politique qualité et les objectifs associés et de piloter le système de management. Les processus de réalisation qui sont des processus métiers qui partent du client vers le client. Et les processus support, ce sont des processus qui soutiennent la réalisation. Le schéma de la cartographie est le suivant. Donc les processus de pilotage en haut, les processus support en bas et les processus de réalisation au milieu. On fait un inventaire de l'ensemble des activités qui vont du client vers le client et on essaie de regrouper les activités qui forment un processus. Et on fait pareil pour l'ensemble des processus. Les processus de management, on peut avoir le processus stratégie et politique et le processus de gestion du système de management de la qualité ou bien l'amélioration qualité ou bien la dynamique qualité. Les processus support, ce sont les processus qui sont en relation avec le management des ressources humaines, à savoir les compétences, les formations, les recrutements, le management des ressources matérielles. Il couvre l'ensemble des ressources. On peut l'éclater comme on peut le laisser regrouper. Les ressources matérielles, à savoir tout ce qui est activité de maintenance, tout ce qui est activité de informatique, tout ce qui est en liaison avec les ressources matérielles. Ensuite, on peut ajouter les processus support qui sont relatifs aux autres activités, achat, contrôle, énergie, utilité, etc. Donc, c'est le schéma de la cartographie qui va du client vers le client en écoutant ses besoins et ses attentes pour la finalité est de le satisfaire. Maintenant, une fois identifiée la cartographie, on passe à la modélisation des processus. Il s'agit de créer des fiches processus. Chaque fiche processus comporte une carte d'identité, un logogramme et des informations complémentaires. Pour la carte d'identité, on commence d'abord par donner un intitulé du processus, un titre au processus. Je vous donne l'exemple, le processus achat. On peut donner gérer les achats, réaliser les achats, tout court le processus achat. Puis, on définit la finalité. Quel est l'objectif de ce processus? Quelle est sa raison d'être? Donc, pour le processus achat, toujours on garde l'exemple du processus achat pour illustrer avec vous la carte d'identité. Donc, la finalité, c'est de réaliser les achats des produits et des matières conformément aux exigences qualité, au meilleur coût par exemple. Donc, après, on définit le pilote. Le pilote, c'est le garant du bon fonctionnement du processus. Le pilote, il est généralement le responsable des activités principales du processus défini. Donc, ensuite, on définit les clients ou bien les parties intéressées relatives à ce processus.
On définit ensuite les éléments d'entrée et les éléments de sortie et leurs processus associés. Par exemple, demande d'achat, il peut provenir de l'ensemble des processus, les processus de réalisation, les processus support et les processus de pilotage. Chaque demandeur peut émettre une DA. Demande de sortie, c'est une commande ou bien un produit livré ou bien un service livré. Donc le processus aval, c'est livré à tous les processus. On passe à la rubrique ressources et moyens nécessaires. Quels sont les moyens et les ressources qui sont nécessaires pour accomplir ce processus? Les logiciels de gestion, le panel des fournisseurs, etc. Donc ce sont des moyens qui me permettent de bien réaliser le processus. Ensuite, on passe aux principaux documents associés au processus. Cette partie, elle est générée au fur et à mesure. Dans cette partie, je vais vous rappeler quand même la pyramide documentaire. Donc le premier document, c'est la politique qualité et les objectifs. Donc ensuite, viennent les processus. Après, on documente les procédures qualité qui servent au bon déroulement des activités principales du processus. Après, il y a les instructions, les procédures opérationnelles, les modes opératoires, les instructions, les plans et les formulaires qui servent pour enregistrement de preuves et de résultats. Bien sûr, on doit décrire les risques qu'il faut maîtriser pour ce processus. Ils sont générés à travers l'étape d'analyse du fonctionnement et partie relative aux exigences réglementaires et légales, à savoir les textes applicables pour ce processus. Est-ce qu'il y a une exigence de marquage CM? Est-ce qu'il y a des exigences en matière d'hygiène, de qualité, de sécurité? Donc, quelles sont les exigences réglementaires qui sont applicables à ce processus achat? Les délais de paiement, etc. Après, on définit les objectifs et les indicateurs qui vont nous permettre de s'assurer du bon déroulement du processus et de l'atteinte de ces objectifs. En dernier lieu, on précise le mode de surveillance, que ce soit à travers des revues de processus, des audits internes, des revues de direction, des inspections, des audits croisés et la fréquence. On définit les fréquences relatives au mode de surveillance. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que selon le planning des audits? Est-ce que c'est semestriel, c'est mensuel, etc. Pour chaque mode de surveillance, on définit sa fréquence. Pour le logigramme, on commence par lister les événements déclencheurs du processus, c'est-à-dire quels sont les éléments d'entrée qui me permettent de commencer le processus. Donc on le schématise avec un rectangle arrondi. Ensuite, on liste les étapes qui sont principales et permanentes dans le processus. On essaie de regrouper les petites sous-étapes et de former une seule étape qui est illustrée en rectangle. Le passage d'une étape à une autre est une séquence. Ensuite, pour faire des choix ou des décisions ou des contrôles ou des opérations, on schématise un losange avec deux sorties. Si c'est bon, on continue. Si c'est non, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renvoie à un autre processus? On renvoie à un document? On renvoie carrément à une étape précédente? Donc, on continue le travail jusqu'à ce que on arrive avec des éléments de sortie. L'élément de sortie, c'est quelles sont les issues de ce processus. On peut ajouter des lettres, des informations complémentaires qui renseignent ou portent plus de précision au niveau d'une étape. Bien sûr, à gauche, il faut assigner à chaque étape les responsabilités. Quels sont les responsables de cette étape? Et à droite, on peut mettre des documents associés à cette étape. Des procédures, des enregistrements, des plans, etc. L'analyse des fonctionnements consiste en l'analyse des facteurs liés aux humains, à l'organisation, aux techniques et aux documents. Ce travail se fait pour identifier quels sont les risques qu'il faut maîtriser dans le processus. Par exemple, les facteurs humains, ils sont liés à la qualification, formation, compétences, comportement. Les facteurs organisationnels concernent les responsabilités, autorités, interfaces, validation, planification.
les facteurs techniques qui sont liés soit aux travaux, aux pannes, au matériel, etc. L'analyse documentaire consiste en l'analyse de la documentation qui existe. Est-ce qu'elle est à jour, est-ce qu'elle est suffisante, insuffisante, etc. On peut les évaluer pour faire un classement des risques et ne garder que les risques qui sont vraiment critiques pour leur maîtrise. Après l'analyse de fonctionnement vient l'étape de la détermination des interactions. Il s'agit de faire une matrice avec deux lignes, une ligne verticale et une ligne horizontale. On place les processus par ordre de la cartographie et on définit quelle est la relation entre, par exemple, le processus de management 1 et le processus de management 2. Quel est le flux d'informations ou quelle est l'interaction? Et on définit 2 ou bien 3 ou bien 4 éléments d'interaction. On passe au processus suivant qui est le PSR 01. Quelle est la relation entre le premier processus de management et le processus de réalisation 1, etc. jusqu'à ce qu'on complète la matrice des interactions. On vient à la mise en place d'objectifs et d'indicateurs. Donc, je vais partager avec vous 6 types d'indicateurs. Donc, chaque indicateur, je vais vous donner un exemple. Les indicateurs de performance sont des indicateurs qui renseignent sur le niveau d'efficacité du processus. Je vous donne l'exemple d'un rendement de production, d'un taux de disponibilité des machines, d'un pourcentage de marge brute, une durée de production d'un produit ou d'un élément de la chaîne, etc. Les indicateurs de moyens ou de suivi, ce sont des indicateurs qui renseignent sur le niveau de moyens utilisés pour atteindre l'objectif. Exemple, le nombre de réunions tenues, le nombre de sensibilisations réalisées, etc. Les indicateurs d'efficience. Les indicateurs d'efficience, ils renseignent sur la capacité à améliorer le ratio résultat obtenu sur les moyens utilisés. L'exemple, on peut citer le budget de maintenance, on peut citer la valeur des stocks, etc. Les indicateurs de seuil, ce sont des indicateurs qui permettent de surveiller et de réagir quand la mesure atteint un niveau critique. Par exemple, le nombre minimum de produits en stock, la quantité minimale d'un ingrédient, la température d'une étape, etc. Les indicateurs révélateurs indirects, ce sont des indicateurs qui permettent d'interpréter l'information pour évaluer son impact sur une donnée qui n'est pas le but visé, comme par exemple le turnover, le taux d'absentéisme. En dernier lieu, c'est les indicateurs du leadership. Ce sont des indicateurs qui constituent les clés de réussite et permettent de se distinguer par rapport aux concurrents sur un marché donné. Je vous donne l'exemple du budget alloué à la promotion de la marque au niveau des réseaux sociaux. L'indicateur, il doit être SMART, simple à mesurer par des opérations élémentaires, mesurable, c'est-à-dire des données chiffrées, accessibles, faciles à lire et à interpréter, révélateur, c'est-à-dire il donne une idée sur le fonctionnement du processus, et temporel, à une fréquence qui permet de réagir en cas de dérive. Les indicateurs qu'on va définir doivent être liés à des objectifs et ces objectifs doivent être rattachés aux objectifs globaux de la politique qualité pour dire que chaque processus il contribue à la réalisation des axes de la politique. Et bien sûr, chaque processus doit avoir un tableau de suivi qui regroupe l'objectif, l'indicateur, la valeur cible et la fréquence de mesure. Et bien sûr, le résultat de mesure. Et bien sûr, en cas de dérive ou là, en cas de non-atteinte de l'objectif, il faut se poser des questions. Pourquoi on n'a pas atteint l'objectif? Peut-être qu'il faut ouvrir une fiche de non-conformité pour faire une analyse des causes. Ma présentation a pris fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser des commentaires. Merci.